dans des dizaines d'autres villes américaines, plusieurs milliers de personnes se sont donné rendez-vous à Los Angeles pour protester contre la politique migratoire de l'administration Trump. Les familles doivent rester ensemble. C'est le slogan de cette journée, alors que les autorités fédérales américaines ont désormais pour ordre de ramener les enfants auprès de leurs parents, une tâche qui s'éternise. Changing, but we need to do so much more. Il faut que nous fassions bien plus. Ça, ce n'est qu'une infime partie de ce que nous devons faire. Il faut que l'on soit en colère. Il faut que l'on soit plus efficace. Je sais que ça peut faire peur, dit comme ça. Je ne veux rien brûler, mais clairement, il faut faire entendre nos voix et faire en sorte que plus de personnes acceptent ce qui est en train de se passer. Certains ne veulent pas en entendre parler. Je suis ici pour soutenir un pays libre et démocratique où la liberté et l'amour ont une place. On ne reste plus chez nous à attendre sans rien faire pendant que des lois tyranniques sont votées. Il fut un temps, ce pays défendait de grandes causes et on dirait qu'il a sombré. Alors je veux l'aider à redevenir bon. Ça a été une année très frustrante. Quand ce n'était pas un problème, c'en était un autre. Il faut faire plus pour que les pouvoirs en place soient contrôlés. Il ne faut pas hésiter à se faire entendre sur les atrocités commises par cette administration. Le président américain a annulé le 20 juin sa politique de séparation des familles, mais vendredi, environ 2000 enfants sur plus de 2300 attendaient toujours de retrouver leurs parents. Les mineurs sont pris en charge dans des foyers répartis dans tout le pays, parfois à des milliers de kilomètres du centre de détention où sont retenus leurs parents. Ce rapport confidentiel du bureau anticorruption SIB soupçonne Peter Mutharika et son parti démocratique progressiste, DPP, d'avoir touché l'équivalent de 195 000 $ de pots de vin d'une entreprise qui avait remporté un contrat pour la fourniture de rations alimentaires à la police. Interrogé, le directeur de l'ACB, Redek Matemba, a confirmé l'authenticité du rapport. Le porte-parole du chef de l'État a démenti catégoriquement toute irrégularité de sa part, affirmant que l'argent qu'il avait perçu était d'un don fait à son parti. Le président Peter Mutharika n'a jamais reçu le moindre argent de l'entreprise contratante Pioneer Investments, a-t-il assuré. Tout ce qu'il a fait, c'est de signer un chèque au profit de la municipalité de Blantyre en paiement d'un logement offert par la municipalité au parti. Ces explications n'ont pas suffi au chef du principal parti d'opposition qui a exigé lundi la démission du chef de l'État. Il a échoué à prouver qu'il était un homme d'État et qu'il était exemplaire. Il doit démissionner immédiatement, a plaidé lors d'une conférence de presse Lazarus Chakwera, le patron du parti du Congrès du Malawi. Nous avons perdu toute confiance en lui, a renchéri le responsable du groupe d'ONG de la société civile. S'il n'a pas quitté ses fonctions dans 2 semaines, nous descendrons dans les rues pour l'y contraindre. Élu en 2014, Mutharika a été investi lundi par son parti pour briguer un nouveau mandat à la présidentielle du mai 2019. Mais il est de plus en plus contesté. Des milliers de personnes ont défilé en avril dans plusieurs villes du pays pour protester contre la corruption, les premières manifestations anti-régime depuis 2011. L'agence malaisienne anticorruption a informé que l'ex-premier ministre Najib avait été appréhendé à son domicile et sera inculpé ce mercredi. Najib Razak, soupçonné d'avoir détourné environ 640 millions d'euros, a toujours nié toute malversation. Cette affaire a largement contribué à la défaite cinglante aux législatives de l'ancienne coalition qui était au pouvoir depuis 61 ans. En effet, peu après que Najib a quitté le pouvoir, la police avait révélé avoir saisi des centaines de cartons contenant des sacs à main de luxe remplis d'argent et de bijoux lors de perquisitions dans le cadre de l'enquête pour détournement de fonds visant celui qui fut Premier ministre de 2009 à mai 2018. Ces biens, estimés jusqu'à 234 millions d'euros, comprennent 24 millions d'euros en liquide dans 26 devises, quelques 12 000 bijoux, des centaines de sacs à main de grandes marques ainsi que de nombreuses montres.
Le nouveau gouvernement issu des législatives du 10 mai, dirigé par le Premier ministre Mahathir Mohamad, avait annoncé qu'il souhaitait récupérer les fonds détournés de la société publique One Malaysia Development Berhad, créée par Najib peu après son arrivée au pouvoir et endettée aujourd'hui à hauteur de 10 milliards d'euros. Les 12 enfants et leur entraîneur de foot ont été retrouvés vivants. Ils auront passé 10 jours sans nourriture dans une grotte inondée du nord de la Thaïlande. La priorité était mardi de les remettre en forme avant une délicate évacuation. Les 13 personnes vont bien. Nous avons envoyé 7 membres de la marine auprès d'elles, dont un médecin et une infirmière. La plongée est l'une des options étudiées, mais nous devons d'abord entraîner les enfants et évaluer leur capacité à plonger afin que ce soit sûr à 100%. Nous avons installé une ligne téléphonique pour que les enfants puissent communiquer avec leurs parents. On n'a pas besoin de se presser. La priorité est de redonner des forces aux enfants avant de les évacuer. Les enfants âgés de 11 à 16 ans ont été découverts tard lundi avec leur entraîneur de 25 ans par des plongeurs britanniques émaciés mais sains et saufs à plus de 4 km à l'intérieur de la galerie. Le groupe était perché sur un rebord situé loin dans les méandres de cette grotte où ils ont été piégés le 23 juin par la montée des eaux. Des médecins ont rejoint les enfants et doivent évaluer leur capacité à plonger. En attendant, les sauveteurs continuent de pomper le maximum d'eau de la grotte afin de faciliter leur sortie. Un volcan crache un panache de cendres de 2000 mètres de haut que la lave orange vif a cascadé de son sommet. L'agence géologique de l'Indonésie a indiqué que la dernière éruption d'Agung lundi nuit a duré plus de 7 minutes et que la lave incandescente est descendue à environ 2 km de son cratère. Une zone interdite de 4 km autour du volcan Agung a été déterminée. Le niveau est resté d'alerte, le deuxième avertissement de danger le plus élevé. La semaine dernière, l'île tropicale a temporairement fermé l'aéroport et a immobilisé des centaines de vols après l'éruption du mont Agung. Plus tôt en novembre, une éruption a bloqué des milliers de touristes et a pilonné l'industrie touristique lucrative de Bali, l'épine dorsale de son économie. Il faut dire que la cendre du volcan est dangereuse pour les avions car elle rend les pistes glissantes et peut être aspirée dans leurs moteurs. La dernière grande éruption d'Agung en 1963 a tué environ 1600 personnes. L'Indonésie est située sur le cercle de feu du Pacifique, une vaste zone d'instabilité géologique où la collision des plaques tectoniques provoque de fréquents tremblements et une activité volcanique majeure. Le mystère entourait mercredi l'hospitalisation de 2 personnes retrouvées inconscientes et dans un état critique. Avant de se retrouver dans un tel état, elles ont été exposées à une substance inconnue à Amesbury, en Grande-Bretagne. C'est une ville du sud de l'Angleterre, voisine de celle où l'ex-espion russe Sergei Skripal et sa fille avaient été victimes de l'empoisonnement à l'agent innervant. I'm not really concerned about. Je ne suis pas vraiment inquiète par le fait que cela soit lié à l'empoisonnement de Skripal. Apparemment, tout le monde dit qu'il n'y a pas vraiment de risque pour la santé ou quoi que ce soit du genre. J'espère que nous aurons bientôt des réponses. C'était assez préoccupant quand nous avons reçu l'information sur le type de véhicule d'urgence qui était présent. Il y a des gens de tous les milieux, d'un large éventail de pays, des membres des forces armées. C'est un quartier vraiment nouveau et donc tout le monde ne se connaît pas encore. Les 2 personnes, un homme et une femme, toutes 2 quadragénaires, ont été retrouvées inconscientes samedi 30 juin dans une habitation de la ville d'Amesbury. C'est à une dizaine de kilomètres
À Salisbury, que Sergei Skripal et sa fille ont été victimes d'une tentative d'empoisonnement à l'agent innervant le 4 mars, un incident attribué par le Royaume-Uni à la Russie et qui a entraîné une crise diplomatique. Gendarmerie nationale. 11 personnes ont été interpellées à Nantes après une nouvelle nuit de violence. Celles-ci ont fait suite à la mort mardi soir d'un jeune homme de 22 ans originaire de Val d'Oise. Le drame est survenu lors d'un contrôle policier. Des bâtiments publics ont été endommagés, dont une bibliothèque et un commissariat, et une dizaine de commerces ont été incendiés. Une pharmacie a été détruite et au moins une quarantaine de véhicules ont été incendiés. Je voudrais d'abord exprimer ma condamnation la plus ferme sur ces agissements et sur cette violence. La justice est saisie, elle doit faire son travail avec rigueur, elle le fera avec rigueur, elle doit le faire dans la plus grande transparence car nos concitoyens souhaitent savoir exactement et légitimement ce qui s'est passé. J'affirme ici que, bien évidemment, tel sera le cas. La première chose qui me paraît indispensable, c'est d'avoir toutes les garanties pour que la plus totale des transparences permette à la vérité de pouvoir s'exprimer. C'est le travail de la justice dans son indépendance la plus totale, mais j'insiste sur ces premiers points. L'inspection générale de la police nationale a été saisie et un appel à témoins a été lancé par les enquêteurs pour éclaircir les circonstances du décès, qualifié de bavure policière par les manifestants. Les proches du jeune homme tué ont appelé au calme mercredi soir par la voix de leur avocat avant une marche blanche tenue jeudi. Il faut 11 heures à un plongeur aguerri pour faire l'aller-retour jusqu'aux enfants. 6 heures aller et 5 heures retour grâce au courant. Le gouverneur de la province de Chiang Rai s'inquiète. Les familles, le reste du monde, tout le monde retient son souffle. Il faut faire vite avant de nouvelles pluies. Or, le retour de la pluie, prévu ce vendredi, pourrait précipiter la mise en place de l'évacuation avec le risque de torrents d'eau s'écoulant dans la grotte en cette saison de mousson. La pluie à l'intérieur de la grotte attire les pluies venant des montagnes des alentours. Donc la pluie va élever le niveau de l'eau ici. Nous avons exploré des pistes de forage canalisant l'eau, mais évidemment l'eau va monter, mais c'est la seule réponse que nous pouvons fournir. À cet instant, c'est un exercice de plongée spécifique et malheureusement, étant donné notre équipement, c'est même un défi pour nous à l'heure actuelle, un défi sur lequel nous travaillons. Nous comparons la zone sablonneuse dans laquelle sont les enfants avec le sommet de la montagne. Nous allons déployer tout le personnel de nos 20 à 30 équipes de patrouille pour explorer chaque centimètre carré de la zone et trouver des cheminées dans lesquelles nous pouvons nous aventurer. Les sauveteurs espèrent pouvoir, à l'aide de pompes, faire baisser à temps le niveau de l'eau de façon suffisante pour que les enfants n'aient que pas ou peu de plongée à effectuer. Le parcours de retour est long de plusieurs kilomètres dans des boyaux accidentés avec de difficiles passages sous l'eau. Jeudi, aucune nouvelle vidéo des enfants n'a été publiée par les autorités. Celle de leur découverte lundi soir par des plongeurs britanniques venus en renfort avait fait le tour du monde. On y voit les enfants amaigris, coincés sur un bout de rocher.